Une étude basée sur des vues de photos sur Pinterest visionnées par les Français dévoile le rêve de vacances, du calme, de la nature avec des rêves de village japonais pour les uns ou de campagne anglaise pour d'autres. Quoi de plus complet que le silence? C'est en tout cas ce qu'écrivait un certain Honoré de Balzac dans sa Pierrette, ajoutant que le silence est absolu. N'est-ce pas l'une des manières d'être de l'infini? À l'heure où nous nous sentons assaillis par le bruit, est-ce tout simplement devenu un besoin vital de se réfugier dans le silence? Question que je vais poser à mes deux invités pendant ces 52 minutes sur Radio Notre-Dame et sur RCF dans cette émission Quête de Sens. Et j'ai la joie de recevoir à nouveau Florence Besson. Bonjour Florence. Bonjour. Cette fois, c'est une émission qui colle à votre sujet, colle à votre livre surtout. Oui, vraiment. Vous qui êtes journaliste, rédactrice en chef chez Elle, vous avez monté il y a quelque temps une ferme pédagogique en permaculture après un accident vasculaire cérébral. Vous racontez votre parcours dans ce livre « Une semaine en silence » aux éditions Flammarion, qui est un vrai régal quand on est assailli par le bruit intérieur aussi, le bruit de nos vies, le bruit du stress, parce que moi je trouve que c'est une forme de bruit d'agitation en tout cas. Nous sommes ravis de vous recevoir, ainsi que Nathalie Moine. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Ange. Eh bien vous êtes notre petit Robinson Crusoe, finalement, qui avait publié cet ouvrage « Refuge au pluriel », il fallait le faire, ces abris dont on rêve, des grottes aux cavernes, aux cabanes en haut des arbres. Vous qui êtes spécialisé dans le spectacle vivant, vous avez, vous souhaitez repenser la relation au territoire par les chemins de l'art et de l'imaginaire. Ça, c'est quand même votre passion, on peut le dire. Absolument. Voilà, vous avez un métier comme tout le monde, mais vous avez aussi cette passion. Et donc, vous avez écrit ce livre, pourquoi? C'est assez amusant, cette idée d'avoir publié sur les refuges, les cabanes. Alors, parce que justement, moi, j'ai été très habitée par cette aspiration au refuge et au retrait. Et en tout premier lieu, ça m'a un petit peu inquiétée. Ça m'a questionnée. Je me disais, mais est-ce que c'est les signes d'un début de dépression? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai envie de me retirer comme ça du monde, de me mettre à l'abri? Le monde est-il si menaçant? Ce qui m'a un petit peu rassurée pour commencer, c'est que j'ai vu que je n'étais pas la seule. Il y a un certain Sylvain Tesson. Un certain Sylvain Et Tesson. d'autres. Et puis, un tout petit peu avant ça, on parlait déjà du syndrome de la cabane. Ça m'a beaucoup interrogée. Surtout, ce qui m'a interrogée, c'est le dédain que certains exprimaient à l'endroit des personnes qui éprouvaient le besoin de se mettre un petit peu à l'abri. Ouais. Du coup, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment un étant égoïsme insulté d'ermite, on est en train de juger d'ermite, de lâche Autiste. quelque part, de volonté de cesser de s'impliquer à un moment où tout le monde devrait s'engager au monde pour transformer les choses. Ça m'a beaucoup interrogée parce que je me disais, est-ce que ce souhait de, quelque part, prendre la tangente est une dérobade ou est-ce que c'est pas un tout petit peu plus profond que ça? Et du coup, j'ai choisi de penser un petit peu ce thème en m'appuyant sur des poètes, des philosophes, des artistes qui avaient déjà, on va dire, bien approfondi le sujet. Ce qui me fait penser d'ailleurs au livre au nombreux livres d'ailleurs de Kaufmann, l'écrivain qui a vécu l'enfermement et qui raconte un retour finalement à la sécurité. On pourrait se dire que cet homme va voyager. Bah non, il a besoin de se retrouver bien au chaud dans sa nouvelle petite maison cabane en fait finalement. C'est pour vous, Florence Besson, c'est drôle parce que, vous voyez, on aurait pu se dire là que depuis le début, on est hors sujet, on parle des refuges. Mais aujourd'hui, ça va ensemble, ces deux mots, ou pas, en fait? Le refuge et le silence, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Après, dans le silence, je trouve ça intéressant ce que vous disiez, Nathalie, justement, sur le fait que c'est dénigré, en fait, la volonté de se réfugier. Rien que le mot refuge, ça fait un peu « je me sens en danger », comme vous le disiez. Et en fait, au contraire, il me semble que c'est un courage fou d'oser se retirer. C'est parce que c'est un non, le silence. C'est aussi dire, eh bien non, je refuse d'être tout le temps noyé dans le bruit, dans les autres, parce que c'est aussi se retirer un peu des autres, de la vie sociale qu'on nous impose aujourd'hui, en nous faisant croire que c'est ça le bonheur. D'ailleurs, c'est ce que vous avez vécu, vous, dans votre première retraite. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là? Oui. Mais mon Dieu, ces gens sont tristes, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et moi surtout, donc, qu'est-ce que je fais là? C'est ça, parce que moi, donc, comme vous l'avez dit, suite à un AVC qui est heureusement dont je me suis remise très vite, j'ai eu ce besoin de prendre du recul sur ma vie, de savoir ce que je voulais vraiment. Et ça demande un recul physique en réalité. Ça demande de s'isoler, d'où le refuge. Ça demande aussi de ne plus écouter le brouhaha du monde et toutes ces injonctions, parce que ce chaos
dont vous parliez, et vous avez bien raison, ce sont aussi des injonctions. Et donc, il fallait se retirer. Alors moi, je voulais surtout suivre les exercices de Saint Ignace de Loyola parce qu'on m'avait dit que ça pouvait changer la vie. Donc, je me suis dit, tiens, j'y vais. Et je ne savais pas que c'était une semaine de retraite en silence. On ne vous l'avait pas... Non, je m'étais mal renseignée. Mais en fait, j'ai adoré. Au début, c'est très difficile. Je dis, on y entre un peu comme dans un bain, comme dans des bras pour la tendresse ou pour la paix. Mais au début, c'est un peu difficile. Parce que, surtout les repas. Surtout les repas. Et puis moi, je suis journaliste, je suis assez bavarde. Puis j'avais l'impression que parler, c'est aussi un acte d'amour. Parce que voilà, ce métier que vous faites, que je fais, voilà, c'est toujours être dans comment ça va. Enfin, ouais, c'est aussi de l'amour, la parole. Mais en réalité, c'est aussi de l'amour que de respecter le silence de l'autre. Ouais. Et ça, je l'ai appris, j'avoue, et je m'excuse pour tous ceux qui j'ai trop importuné en leur parlant trop. Mais vraiment, j'ai appris ça, que c'est une liberté infinie, le silence. C'est une liberté parce que d'abord, vous coupez effectivement de tout ce qu'on vous dit, les publicités, etc. Mais c'est une liberté aussi vis-à-vis de vous-même parce que vous ne dites pas qui vous êtes. Et du coup, ça vous libère aussi parce que on a tous des films sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des a priori, on pense des choses de soi qui sont un peu n'importe quoi aussi. Et ça vous libère de ne plus avoir à vous dire, de ne plus avoir à vous raconter, de rester avec vous-même. Et parfois, ça se trouve, vous n'avez rien à vous dire du tout, juste de profiter du présent, voir un papillon. Moi, j'étais dans ma maison au Pays Basque, l'autre jour, j'ai croisé un crapaud. Ça fait 2 jours de joie. Et voilà, quoi. Vous voyez, on n'a pas... Donc, je trouve que oui, ça va ensemble parce que vous avez besoin physiquement, vous parlez de caverne, effectivement, on a besoin physiquement de se retirer du monde ou alors de s'enfermer dans son appartement, enfin chacun, ou de méditer, mais tout ça demande une posture physique parce que ça n'est pas que... On n'est pas qu'une tête, ça demande physiquement de savoir se protéger. Et effectivement, c'est se protéger que d'oser dire non, que de dire stop, c'est se protéger. Et je trouve que c'est très courageux. Ouais. Le silence dans le refuge, quelle place a-t-il pour vous, Nathalie, au fond ? Je pense que c'est vraiment une notion qui est présente dans énormément de refuges, justement, qu'on pense à la cabane, à la chambre, au fait d'être dans son lit, par exemple. C'est vraiment une condition pour moi de la contemplation. Le silence, quelque part, permet une qualité de présence et d'écoute, d'égard. Je rejoins complètement ce que disait Florence sur l'aspect, finalement, pour être réellement présent à l'autre, encore faut-il l'écouter, encore faut-il l'entendre. Quelque part, on a tendance à opposer la notion de refuge à la notion d'altérité, au fait d'être réellement en relation et en lien. On peut se demander si ce n'est pas l'inverse. Parce que comment être en relation avec l'autre si on ne parle pas depuis soi, depuis son propre fort intérieur? Et cette notion de fort me plaît beaucoup parce que c'est vraiment le refuge en soi. Mais pour le trouver, il faut effectivement du silence. Je ne sais pas, c'est marrant parce que je viens d'y penser à l'instant. Vous aviez vu le film Le Grand Silence ou pas ? Non, on en a parlé ce matin, justement. Ah, c'est drôle. Amusant. Ouais, parce que vous me faites penser à ça. Et c'est vrai que, et vous aussi, Florence, lorsqu'on voit... En fait, il ne parle pas pendant les... Vous l'aviez vu ou pas, ce film, hein? Il y a des années qu'il est sorti maintenant. Je crois que ça a duré 2 ou 3 heures. Et il ne parle pas, quoi. Mais on sent que dans ce silence, à travers ou même grâce à ce silence, ils se connaissent tous, mais... Ils sourient, ils se font des blagues sans parler. Non, mais c'est étonnant. Et vous m'y faites penser. En fait, rien de tel au fond que le silence pour peut-être encore mieux se connaître. Absolument. Et quel travail. Absolument. Et on se dit aussi beaucoup qu'une grande partie du langage passe par l'invisible, quelque part, justement parce qu'il ne se dit pas, parce qu'il se ressent. Je ne sais plus, je crois qu'on disait 80% est non-verbal, un chiffre comme ça. Non, et effectivement, le silence permet d'accéder à cet invisible-là qui est... bien sûr, le plus profond et le plus, je dirais pas le plus intéressant. C'est un peu vexant pour tout ce qu'on a à dire d'intéressant, on est en train d'en parler. Mais enfin, dans l'absolu, effectivement, je pense que le silence nous donne parfois aussi un certain vertige. Ça n'est pas confortable. Ça n'est pas quelque chose d'acquis. Et c'est justement pourquoi c'est une aventure aussi. Ouais, c'est pas confortable le silence. Pas du tout. Moi, c'est pour ça que, comme je raconte dans le livre, au début, je me suis même échappée. Il y avait une femme qui est devenue une amie aujourd'hui qui fêtait ses 80 ans le jour où on est arrivé. Et j'avoue que j'ai profité de cet anniversaire. On s'est échappé de cette retraite pour aller manger une crêpe. Et c'était en Bretagne parce que c'était trop dur. Moi, j'ai eu du mal quand même à rentrer dedans.
Et puis ensuite, comme je disais, ensuite, au contraire, c'est dur d'en sortir. C'est dur de sortir du silence. Mais ce que j'ai appris lors de cette retraite, c'est que c'est accessible. En fait, ce qui est chouette avec le silence, c'est que quand, vous savez, on est assailli de livres aussi de développement personnel pour aller mieux, vous faire ci. À chaque fois, on se dit, soit je suis Michelle Obama, soit je suis nulle. Alors que là, avec le silence, c'est un truc que vous pouvez faire. C'est tout petit. C'est un tout petit changement. Mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Ça peut même être un moment de silence dans le métro. Vous vous refermez, vous méditez. Enfin, ce refuge, comme vous disiez, fort intérieur. Sans regarder son téléphone, etc. Voilà, couper son téléphone, mais c'est pas grand-chose. Mais à la minute où on le coupe, on se sent tellement plus libre. Et en fait, ce petit changement qui est accessible à tous, en fait, il ouvre, c'est comme une graine. Il ouvre un infini derrière. Beaucoup de petits changements qui vont suivre. Et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on s'ouvre à soi-même, on s'ouvre à plus de vérité. Mais l'avantage, parce que vous savez qu'il y a des stages maintenant proposés, alors c'est ce qu'on nous a raconté ces derniers jours dans une émission Quête de Sens, un invité expliquait qu'il y avait des stages qui coûtaient une fortune aux États-Unis, dans lesquels on proposait à des personnes de déposer. On leur ordonnait, ils payaient, mais je ne sais pas combien, juste pour ça, pour mettre... Et il se passait rien, on leur proposait juste de jeter, mettre leur téléphone dans un panier, et puis après, ils passaient dans une autre pièce, et voilà. Et je sais pas ce qu'ils faisaient, ils se parlaient, ils vivaient sans téléphone. Donc, l'avantage d'une retraite en silence, en ce qui vous concerne, Florence, mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile que de commencer par faire l'effort dans le métro, on se décourage assez vite. Là, vous étiez cadré. Est-ce que ça vous a aidé, justement, le fait d'être cadré ? Oui, beaucoup. On est cadré, et puis en plus, donc c'était dans un centre spirituel jésuite, et on avait donc des cours 3 fois chaque jour. Donc des cours. C'est 3 fois chaque jour ? Oui, 3 fois. Je crois que c'était qu'une fois par jour, en fait. Non, une fois par jour. Entre 2 à 3 fois par jour, on a des petits cours, mais qui durent une demi-heure sur la prière. Cours auxquels on participe, mais on ne parle pas. Enfin, je dis, on reçoit c'est sur la parole de Jésus, dont je parle énormément dans le livre, et qui fait aussi qu'il y a une parole tellement libératrice que pour accueillir cette parole, vous disiez, il faut aussi savoir se taire pour réfléchir, la vivre totalement différemment, parce qu'il y a aussi, dans le silence, après je réponds à votre question, mais quand on entend toujours les mêmes mots, en fait, c'est une forme de ils ne veulent plus rien dire. Vous voyez, par exemple, l'incarnation du Christ, pour moi, c'était comme ça. Enfin, vous voyez, j'y pensais pas en termes de réalité, qu'il était là, à côté de nous, qu'il avait des cheveux, des mains, une voix. Enfin, vous voyez, ce truc-là que j'ai ressenti très fortement grâce à cette semaine de silence, c'est assez court. Et puis, donc, il y avait aussi une heure ou une demi-heure où on pouvait parler à quelqu'un pour dire ce qu'on avait ressenti. Et ça, c'était très fort. C'était un peu... Voilà, le reste du temps, on était libre, appelé à être justement dans le présent, à se promener dans le jardin, à aller dans le potager. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai voulu monter une ferme en permaculture. Je suis beaucoup là-dedans. Mais ça aussi, la nature, ça vous permet, ce silence-là, de se dire, mais la merveille, c'est de croître doucement. Un pommier, ça commence tout petit. Revenir au petit, revenir au lent, mais tout ça, c'est presque violent, tellement c'est opposé à notre civilisation. C'est tout à fait violent, en effet. C'est violent, alors que c'est ça la réalité, et que c'est nous qui sommes dans une immense violence envers nous-mêmes et envers la planète. Et voilà, il faut faire c'est effectivement désagréable de faire un renversement gigantesque. Et je comprends qu'il y ait des gens qui payent très très cher pour le faire, parce qu'il faut qu'on les enferme en réalité. Il faut qu'on les enferme. Non, mais dans une grotte. Pour qu'ils y arrivent, parce que c'est très compliqué. Alors moi, après, je suis assez contemplative, donc ça m'est venu après. Vous êtes plus, je me suis demandé, après avoir lu le livre, vous n'êtes plus la même maintenant ? Alors après, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu cet accident. Donc forcément, vous n'êtes plus le même après. Enfin, voilà, je dis pas que la maladie ou les accidents de la vie vous changent, mais forcément un tout petit peu quand même. Et ça, oui, ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que, alors là, c'est pas vraiment le silence, c'est les jésuites ou Saint Ignace de Loyola. Il dit, il faut que chaque décision que tu prends dans ta vie, réfléchis, est-ce que ça t'amène vraiment vers la vie ? Est-ce que ça t'amène vers la vie ou est-ce que c'est mortifère ? C'est assez facile, en fait, de se poser... Enfin, c'est assez facile. En ce moment, j'ai du mal. Mais pour les petites questions quotidiennes, c'est facile de se dire, alors, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Et voilà. Et le silence, ça permet aussi d'être dans le corps, parce que tous ces stimuli, c'est des stimuli du cerveau. Et on n'est pas un cerveau. Le ventre est aussi important que notre tête. Enfin, vous voyez, les plantes ont aussi une forme de cerveau. Ça, hein. Il faut accepter qu'on est d'abord un corps. Et ça, le silence vous l'autorise. Et ça vous change tout, de vous fier presque plus à votre estomac
Oui, vous parlez d'ailleurs de... Non, mais c'est vrai que c'est l'importance de la nature, hein. L'arbre, par exemple, qui plonge ses racines dans la magie souterraine, se nourrit d'humus et en fait sa sève jusqu'au plus haut des plus hautes branches. La magie chemine et sème des histoires sur le tronc des initiales gravées pour des siècles à venir, etc. etc. C'est vrai qu'on l'oublie énormément, surtout dans nos grandes villes, où les notifications scandent nos vies complètement absurdes parfois, qui poussent à l'absurde, quoi, hein. Vive les cavernes, quoi. Oui, et c'est vrai qu'il y a cette notion que je trouve très très parlante de résonance. C'est-à-dire que le philosophe Hartmut Rosa décrit l'un des mots du siècle avec le terme d'accélération, en se disant qu'on va vraiment de plus en plus vite, le rythme s'est énormément accéléré, et on pourrait croire au premier abord que la solution serait simplement ralentir. Mais il explique que finalement la solution est moins de ralentir qu'entrer en résonance. Et pour cette résonance, il faut du vide, il faut de l'espace, il faut du silence. Et c'est vrai que la nature nous invite à ça. Le silence d'une forêt, le silence de la mer, quelque part, nous invite à entrer en résonance avec les éléments et à se remettre à sa place. Revenir à son humilité devant l'immensité et la beauté de ce qui nous entoure. En ce sens-là, c'est éminemment écologique comme démarche, justement, de se dire qu'on est d'abord en relation et qu'on se met à l'écoute de ce qui nous entoure. Donc, effectivement... Et juste pour rebondir à ce que vous disiez, le silence de la forêt, le silence de la mer, c'est intéressant parce que la mer et la forêt en réalité sont pas du tout silencieuses. Quand vous promenez dans une forêt, il y a des bruits fous et la mer aussi. Mais c'est ce que vous voulez dire, il me semble, hein, c'est qu'effectivement le silence, c'est le silence de nous, c'est-à-dire des êtres humains. C'est-à-dire c'est se couper effectivement des autres. Et du coup... Enfin, voilà, de la société en réalité. Et du coup, de réaliser qu'on est avec la nature parce qu'effectivement, elle est là, elle est plus présente. On peut sentir qu'on est comme un oiseau, et ça c'est rassurant, c'est apaisant de réaliser qu'on est effectivement un corps et qu'on fait partie de la nature et qu'on fait partie de la planète et qu'on n'est pas tout seul, quoi, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est se couper de la société et du brouhaha, des radios, des médias, etc., pour au contraire rejoindre quelque chose de bien plus tangible, de bien plus apaisant, de bien plus juste, qui est la nature qui nous entoure. J'entendais là récemment que pourquoi le chant des oiseaux est tellement merveilleux pour tout un chacun à entendre. C'est pas seulement parce que c'est splendide, c'est aussi parce que ça nous rappelle, ça fait 3 millions d'années qu'on existe et 300 000 ans qu'on est exactement comme vous et moi aujourd'hui. Et ça nous rappelle en fait que quand les oiseaux s'arrêtent de chanter, c'est qu'il y a un prédateur qui arrive. Et en fait, les oiseaux sont rassurants quand ils chantent. On se dit, ah, ben on est en paix. Ils n'ont pas peur de moi. Ouais, non, mais vous voyez, sont en paix, surtout. Ils sont en paix, donc nous aussi. Et du coup, en fait, vous voyez, c'est se rappeler au monde, en réalité, que d'être dans le silence. C'est oublier un certain monde pour se rappeler à un monde plus vrai, me semble-t-il. Et on parlera d'observation du silence dans quelques instants, si vous le permettez, juste après. J'espère, en silence, interprété par Dei Amore Cantores. À tout de suite. J'espère en silence ton salut, Seigneur. J'élève mon âme vers toi, mon Dieu, sans fin je te cherche. J'espère en silence ton salut, Seigneur.
J'espère en silence, interprété par Deia Mori-Cantores. Alors nous parlons justement des vertus du silence. Est-ce devenu un besoin vital de se réfugier dans ce silence? Réponse avec Florence Besson et Nathalie Moine. Florence Besson et son ouvrage, son expérience, Une semaine en silence chez les Jésuites, je rajoute, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, aux éditions Flammarion. Nathalie Moine, qui, elle, a écrit de son côté Refuge, ces abris dont on rêve chez Payot, et qui consacre un chapitre entier, chère Nathalie, au silence. Et vous dites à quoi ressemblerait un monde sans silence? Il ressemblerait bien évidemment au nôtre. Et vous évoquez l'importance d'observer le silence. Comment est-ce qu'on observe le silence? Absolument, je trouve que c'est une très belle expression parce qu'elle montre qu'il y a quelque chose à regarder. On pourrait croire que le silence est vide, qu'il est du coup vertigineux et terrifiant, mais je pense que ça change tout si on se dit que c'est plutôt un espace à contempler. Observer le silence, c'est une invitation à être très attentif justement à ce qui ne parle pas et qui tout de même raconte quelque chose. Ça permet aussi d'exercer tout simplement ses autres sens. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à la parole, à l'écoute, au fait de tout dire, tout énoncer, tout commenter, que le fait de se passer de commentaires et simplement être dans l'observation, et je trouve une expérience très apaisante et très profonde. Et vous dites que ça permet vous voyez, je ferais bien de faire un peu des retraites, de trouver les mots, de créer des choses, d'aller à l'essentiel, d'avoir les idées claires, etc. etc. Oui. C'est une chose que vous avez expérimentée vous-même, Nathalie Moine, du coup? Oui, absolument. Je pense que les mots, c'est Max Picard qui a écrit un très beau livre sur le silence, qui s'appelle Le monde du silence, et qui expliquait que finalement les mots se couvrent de sens dans le silence. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le silence qu'ils vont puiser leur signification et toute leur pesanteur quelque part. Si on utilise trop de mots à tort et à travers, on ne dit plus grand-chose. Ouais. Donc effectivement, parler après un silence permet de donner une portée tout à fait différente à ce que l'on raconte. D'autant que moi, comme j'ai travaillé plusieurs années à l'opéra, on pourrait croire que c'est paradoxal, mais les musiciens travaillent énormément avec le silence. C'est le silence qui donne toute sa beauté à la note. Vous savez qu'il y a un grand acousticien, j'ai oublié son nom, pardon, pour lui, mais en revanche, il expliquait que justement, il s'occupait de l'acoustique, il s'est occupé de l'acoustique de l'opéra. Vous m'y faites penser à nouveau, Nathalie Moine, mais il disait qu'aujourd'hui, les films, tout ce qui sort musicalement, ou les films qui sortent tout simplement, sont dépourvus de silence. Alors que ce n'était pas le cas jadis, il y a encore même 20 ans. Le silence était présent dans les œuvres audiovisuelles. Maintenant, c'est terminé. Et que ça contribue à rendre notre monde finalement sans saveur. Vous voyez, enfin, lui, il était très monté contre tout ça, mais c'est vrai que cette modernité galopante, cette saturation, il parlait de saturation. Et du coup, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un monde sans silence, c'est aujourd'hui, quoi. On y est. C'est aujourd'hui. On a du mal justement à retrouver la saveur des choses et l'essentiel, quoi. Oui, à se faire suffisamment confiance, effectivement, pour s'en remettre au silence et à l'incertain, à l'inconnu. Ah, c'est drôle que vous fassiez le lien. Oui, je pense que le silence crée une attente, un suspense qui peut être assez vertigineux, qui peut faire peur, et on aime bien tout savoir. On aime bien être sûr et certain de ce qui va se passer. On aime beaucoup les garanties. Et le silence ne promet rien du tout. Moi, j'aime bien penser que le silence est en soi une promesse, puisqu'on sait que quelque chose va advenir, mais il n'a pas forcément d'objet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Voilà, on est suspendu quelque part aux lèvres de quelqu'un, et ça donne une grande poésie, je trouve, à ce qui intervient ensuite. C'est tout ce qui donne sa substance. On peut parler de substance du silence ou de texture presque du silence. Ça donne vraiment une épaisseur voilà, à ce qu'il advient ensuite. Ça vous parle, Florence, ou pas, ce que raconte tout à fait. Nathalie? Moi, je trouve qu'effectivement, c'était... vous le dites extrêmement bien. Pardon, c'est une page blanche. C'est une aventure. Et c'est moi, il s'est passé des choses que je n'imaginais absolument pas, et profondément, qui m'ont changé. Et après, d'ailleurs, de devoir écrire ce livre, c'est aussi une aventure. Mais c'est effectivement dans le silence, vous êtes... c'est comme, je vous dis, se mettre en retrait. Et du coup, vous regardez les choses avec plus de distance. Il y a des choses que vous voyez que vous ne voyez pas avant. Le monde vous apparaît différemment. Et c'est vrai que si vous êtes en permanence dans les mots, et je le dis au début du livre, que même aujourd'hui, vous allez chez Darty pour acheter un sèche-cheveux, on vous demande
de raconter votre expérience chez Darty. Vous voyez ou pas? Et en fait, à un moment, du coup, les mots s'appauvrissent, le rapport à l'autre s'appauvrit aussi, vous avez raison. Et tout devient un peu, comme vous le disiez, saturé, un brouhaha, un chaos. Et les gens sont très fatigués. Enfin, je veux dire, autour de nous, on le sent, les gens sont très fatigués. Et le silence devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait un bien fou. Moi, je suis contente parce qu'il y a des gens qui lisent mon livre et disent j'ai l'impression d'avoir fait la retraite avec toi et ça m'a fait du bien. Et effectivement, ça fait du bien ce recul. Et j'entends ce que vous dites que ça fait peur. Moi, ce qui me faisait peur, c'était surtout dans le rapport à l'autre. Je me disais, mais c'est trop bizarre de dîner avec quelqu'un et pas lui demander comment il va. C'est vrai que c'est bizarre en soi. C'est bizarre. Et en réalité, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça beau que les gens respectent. Vous voyez, même quand on se croisait dans les couloirs, on se cachait les uns des autres pour ne pas être tentés par se dire un petit mot. On se respectait tellement. C'est comme si, à un moment, je dis, c'est comme si on mettait une petite couverture sur les autres pour qu'ils soient un peu protégés, vous voyez, par notre absence en réalité. Et ça, on ne sait pas faire, même dans les relations amoureuses aujourd'hui. Et vous parliez des Américains qui payent une fortune pour être en silence. Vous avez aussi des coachs qui disent comment ne pas répondre immédiatement à un texto. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi important de laisser la liberté de l'autre d'être. Et effectivement, vous avez raison, ça fait peur. Et on a envie d'être rassuré, d'avoir 15 000 messages qui disent oui, je suis là, que les gens signent. Mais en fait, la vie, on le sait, est bien plus surprenante que ça. Et effectivement, je trouve que c'est très rassurant de savoir gérer ce silence. C'est un apprentissage de la liberté, un apprentissage de la confiance. Et encore, pardon, je reviens toujours au corps, mais effectivement, vous l'avez dit, Nathalie, bien mieux que moi, c'est aussi quand moi, je passais mon temps dans le potager, qui était magnifique, et moi, j'aime ça, voir que silencieusement, une plante devient, soudain, un bourgeon devient fleur, et la vie renaît, et vous le voyez, et quel apaisement, quel trésor, quelle joie, et voilà, bien plus que quand vous êtes happé, en fait, vous êtes hors de vous quand vous êtes dans la parole. Le mot, c'est déjà s'extraire, s'exprimer. Et du coup, là, ça vous oblige à vous croyez que vous donnez rien. Alors, ça fait bizarre parce qu'on croit qu'on a tout le temps donné, ne serait-ce que par politesse. Mais en fait, non, c'est bien de savoir recevoir aussi. Et le silence, c'est une façon de recevoir, je crois. Enfin, moi, il y avait une personne donc on voyait tous les jours, parce que même quand vous êtes tout seul pendant une semaine, c'est comme une psychanalyse en accéléré. Donc, vous avez besoin de parler un petit peu. Et elle m'avait dit, vous savez... Charles de Foucault, il a eu 2 conversions dans sa vie. La première, c'était à l'église Saint-Augustin, où il s'est dit j'ai envie de devenir moine, et il est allé dans le désert. Donc alors là, lui, le silence, il en connaissait quelque chose, et il s'est mis en total... Enfin, c'était, je pense, dans la douleur. Vous voyez, il mangeait pas. Et un jour, il est tombé dans les pommes à force de contrition. Et là, il y a des Touaregs qui lui ont offert du lait de chèvre. Et c'est ça, sa deuxième conversion, c'est qu'il a été obligé d'accepter et de recevoir. Et je pense que dans le silence, il ne faut pas le voir, comme vous le disiez, Nathalie, dans une espèce de punition, mais au contraire, c'est la possibilité d'apprendre à recevoir. C'est amusant parce que, pardon, je vous coupe, Florence, je vous en quelle prie. horreur. C'est la question que je voulais justement vous poser, Nathalie, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur du silence ? Pourquoi est-ce qu'on en a aussi peur, au fond ? Je pense qu'il y a de quoi. Et c'est ça qui est très beau, c'est ça qui est très fort. C'est que le silence nous rappelle aussi à notre condition existentielle et à au caractère incertain de ce qui est, de notre avenir. C'est un vertige qui est celui de notre condition. En fait, c'est quand on se protège de mots, où on croit se rassurer avec effectivement beaucoup de SMS, mais ça ne changera rien à l'incertain d'une relation ou d'un devenir. On a peur d'être seul, on a peur de la mort, on a peur de ce qu'on est, on a peur du sens de notre présence, on a peur de savoir, de ne pas savoir, on a peur de s'interroger. Et quelque part, je pense que ce silence nous rappelle à tout ce qu'on ignore encore, et au fait que le monde est infiniment plus vaste que ce qu'on peut en dire. C'est de la compensation, c'est une sorte de drogue, cette espèce d'obsession de regarder ses notifications, de regarder ce qui se passe partout, aux 4 coins de la planète. Je pense qu'il y a une forme d'obsession de la connexion, effectivement, et d'obsession de la production, de la productivité, du fait de toujours être efficace, faire des choses. Moi, il y a un mot qui commence à me faire un peu hérisser le poil, c'est le mot de projet. Chacun a son projet, on a toujours un tas de projets, on projette des choses. C'est quand même la même origine que le mot projectile. Moi, c'est toujours quelque chose qui me dérange un petit peu. On est toujours en train de balancer des choses au monde. Et en fait, le silence, je trouve, nous apprend aussi une forme de retenue
qui fait peut-être du bien au monde. Peut-être qu'il s'en portera mieux si justement on ne fait rien, on ne produit rien, on ne dit rien, on est là, on est vivant, on est vivante. C'est merveilleux. En soi, c'est un cadeau. Et ce mot de présent, je le trouve très beau et très riche parce que c'est aussi le cadeau. C'est quelque chose qui nous dit être ici est déjà voilà, quelque chose d'extraordinaire et de magique. Quelle fut votre première expérience de silence Il y en a de vous a marqué? nombreuses. Celle qui m'a marquée, je dirais que c'est vraiment malgré tout une relation à la nature, le fait de pouvoir, par exemple, marcher seule longuement, de pouvoir passer du temps seule aussi en tant que femme. Je trouve que c'est un sujet particulier, puisque, par exemple, si on est épouse, mère, quelque part, on est aussi beaucoup, beaucoup dans du bruit. Le fait de pouvoir passer du temps seule pour écrire, là, en l'occurrence, ce livre, c'est une expérience particulière et que j'ai trouvée extrêmement riche, puisque ça m'a permis de me relier à ce que j'aime bien appeler une communauté de pensée, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient interrogées, qui sont vivantes ou qui ne le sont plus, mais qui en tout cas partagent une sensibilité, certaines interrogations. On passe, je trouve, dans un autre, une autre fréquence, un autre degré justement de présence, de conscience, de réflexion. Et effectivement, l'écriture de ce livre est pour moi une véritable expérience de silence et de C'est drôle parce que je voulais commencer l'émission en vous demandant si vous faisiez des cabanes dans les arbres quand vous étiez petite, ou des cabanes, ou des... Est-ce que vous aviez un refuge l'une et l'autre? Est-ce que Florence fabriquait des cabanes? Non, j'ai pas eu la chance de fabriquer des cabanes, mais moi j'ai eu la chance en revanche d'habiter en Suède et dans l'archipel de Stockholm, il y a énormément de petites cabanes et énormément de rochers. C'est la même géographie qu'au Canada, vous voyez, des rochers roses comme ça, du granit. Ouais. Et moi, mon refuge, c'était de partir toute seule, petite, hein, vraiment, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire ça, partir toute seule, de faire les tours des îles. L'archipel de Stockholm, c'était des milliers d'îles. Et alors, j'avais mon petit bateau et je faisais, c'était jamais une barque avec des rames, et je faisais des tours d'îles comme ça, de rocher en rocher. Ça, c'était génial. Mais, pardon, juste pour revenir à ce que vous disiez, pourquoi c'est effrayant? C'est parce que le silence, c'est la mort. On arrête de parler, c'est l'espace vide. Ça rappelle ça, en fait, le silence. Et alors que, comme vous le dites, effectivement, au contraire, c'est s'oublier qui est la vraie mort qu'on nous propose comme une joie et comme la vraie vie. Quand vous allez au restaurant aujourd'hui, dans les restaurants à la mode, les gens ne se parlent plus parce qu'on met de la musique à fond. C'est vrai. On met la musique à fond, on baisse la lumière, comme ça vous ne regardez pas trop. Et pourquoi on met la musique à fond? Parce que j'ai un ami qui a monté plein de restos qui me disait ça. Plus je mets de la musique, plus les gens consomment d'alcool. Alors, comme ça, vous êtes un peu... J'ai rien contre cette vie-là, je suis pas enfermée. C'est étonnant, là, c'est étonnant, surtout le... Si, dès que vous augmentez un peu la musique, les gens se disent « Yes, on va danser ». Vous voyez, une fausse fête. Et en fait, cette fausse fête, c'est totalement morbide quand vous allez dans des endroits comme ça qui coûtent très, très, très cher. C'est une fausse joie. En fait, ils s'occupent les mains en buvant, quoi. Voilà, et c'est parler. Voilà, ils font tape dans les mains, et tout devient un décor. Le monde entier devient un décor. Et ça, c'est mortifère au possible, vous voyez. Vouloir avoir une grande maison pour avoir un... Oui, tout devient un décor. C'est vraiment le divertissement, là, au sens pascalien. Exactement. Diverto et se divertir du sens de notre présence, effectivement. Voilà, comme si on ne se suffisait pas. Et dans le silence, on apprend... Alors, ça paraît prétentieux comme ça de dire à se suffire. J'aime pas ce mot, il faudrait que j'en trouve un autre. Mais vous voyez, comme si on était vraiment tellement incomplet, qu'on avait besoin de bruit, d'artifice. Et alors que là, on apprend... Alors moi, en plus, comme j'étais chez les Jésuites, j'avais droit à ce message merveilleux de dire que Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes bon, mais Dieu vous aime. Tout court. Et tout court. Quel que vous soyez, tout nul... ou génial, parce qu'on n'est pas que... On va tous se pendre à la fin de la non, mais surtout pas. Non, justement, l'idée, c'est ça. C'est qu'il vous aime parce que vous êtes super, qui que vous soyez. Et c'est ça qui va faire en sorte que... C'est cet amour-là qui va faire en sorte que vous avez envie d'être vous-même. Et en fait, le silence vous oblige à penser à cet amour-là. Cet amour vraiment pur, pas parce que vous avez perdu 3 kilos, acheté je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ces exigences d'aujourd'hui.
Et ça, je trouve qu'il vous autorise, au contraire, c'est un non qui est une prise de liberté, qui est un recul sur soi-même, qui est une vérité, une quête de vérité. Et bien sûr, ça demande du courage, mais c'est tout petit comme geste. Encore une fois, là, moi, j'ai fait une semaine, et vous avez été dans plusieurs endroits, mais ça peut se faire sur une journée, ça peut se faire sur quelques heures. Moi, j'invite vos auditeurs à couper leur téléphone pendant 2 heures cet après-midi ou ce soir, mais ça fait un bien de dingue. Et vous inquiétez pas, le monde va tourner sans vous. Et c'est jamais que revenir aux années 80. Au contraire, il tournera mieux avec vous parce que quand vous reviendrez, vous saurez exactement ce que vous voulez dire. Vous voyez ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a perdu avec l'arrivée de... On a gagné aussi, évidemment, sur d'autres plans. Ouais. Mais c'est fou en termes de tranquillité, de rapport au temps et au contrôle. En vous écoutant, je me dis qu'on est obsédé par le contrôle aujourd'hui, avec l'absence de silence, en fait, avec l'omniprésence du bruit. Je parle, mais tout de suite, nous nous séparons en compagnie de Thomas Houghton, Close to Silence, si vous le permettez, sur Radio Notre-Dame RCF. Nous nous retrouvons juste après. À tout de suite.
voilà, close to silence. Nous voilà de retour dans ce bruit. Mais je plaisante évidemment. Mais non, puisque la parole n'est pas forcément le bruit. Quand on laisse passer le silence entre les mots, est-ce devenu un besoin vital, en tout cas, de se réfugier dans le silence? C'est notre sujet du jour dans cette émission Quête de sens en compagnie de nos deux invités qui ont expérimenté chacune à sa façon le silence. Florence Besson, journaliste au magazine Elle, qui est rédactrice en chef et qui a fait une retraite, qui nous raconte dans son livre cette semaine de retraite chez les Jésuites en Bretagne, une semaine en silence aux éditions Flammarion, et Nathalie Moine qui raconte à quel point le refuge est une presque là aussi un ressourcement, quelque chose de vital. Peut-être, je ne vous ai pas demandé si c'était vital de se réfugier, peut-être que oui au fond, hein, ces abris en tout cas dont on rêve chez Payot. En tout cas vous êtes dans l'actu Nathalie Moine, puisque c'est quand même assez amusant cette étude toute fraîche qui sort d'il y a 3 jours. Basé sur des images sur un site que l'on connaît, comme Citra, je l'ai cité une fois, je ne vais pas le citer 2 fois, une plateforme d'images qui montre effectivement que les Français rêvent de paysages japonais, de campagnes anglaises. Qui l'eût cru en 2024? C'est étonnant, hein, c'est assez étonnant, mais ce qui prouve bien que même le refuge en lui-même, le fait qu'il n'y ait pas ni de bruit, ni de pollution visuelle, on n'en a pas parlé, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui, comme s'il s'agissait aussi d'un besoin vital. Un besoin vital, et je pense d'un besoin, au fond, de métamorphose. Moi, j'ai envie de croire que ces refuges ne sont pas des fins en soi, mais qui sont des points de passage vers d'autres façons de vivre, d'autres façons d'habiter le monde. Il y a une histoire qui me plaît beaucoup dans ce sens, alors, on part au 5e siècle, à l'époque où Aquilée est envahi par les Huns. Les poètes donc on est sur la mer Adriatique, les poètes vont fuir Aquilée, et donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, se faire traiter de tous les noms, de lâches, qui n'étaient pas prêts à mourir au combat, et ils vont s'installer sur des îlots insalubres de la mer Adriatique, et ils vont bâtir Venise. Et je trouve ça très réconfortant de se dire que ce qui peut passer au premier abord comme une esquive, comme un geste simplement de fuite, peut aussi, quelque part, être plutôt un point de départ. Et du coup, toutes ces personnes qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent de refuge, qui rêvent de prendre la poudre d'escampette, quelque part m'inspirent une grande confiance. Parce que je me dis, ils vont sans doute créer quelque chose de merveilleux. Et comment créer pour eux les conditions de cette création, de cette invention, quelque part de cette métamorphose? Peut-être que c'est finalement une très bonne nouvelle, effectivement, hein. C'est ce que prouve cette étude. Florence Besson, vous êtes d'accord? Finalement, oui, c'est bon signe, l'humanité se réveille vers ses besoins essentiels. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Nathalie, je trouve ça très beau cette histoire, parce que effectivement, la vie n'est pas obligée d'être une bataille. Et aujourd'hui, on nous demande toujours de batailler. Vous voyez, on n'a que des mots anglais dans le travail. Alors, on parle de bienveillance et de transparence, mais c'est bien la preuve, si on a besoin de ces mots-là, qu'au contraire, on vit tout l'inverse. Et effectivement, on n'est pas obligé on n'est pas là pour se battre. Je reviens à ma passion préhistoire, et le fait qu'effectivement, on a été très, très longtemps. On nous fait croire que les hommes préhistoriques, ils passaient leur temps à devoir lutter contre le froid et à devoir tuer des mammouths. En réalité, quand toutes les études aujourd'hui montrent qu'ils étaient plutôt dans l'abondance, que leur santé était bien meilleure qu'ensuite au temps des néolithiques. Ils étaient même plus grands que nous. Ils se soignaient. Ils travaillaient en moyenne 4 heures par jour. Ils étaient tous un peu artistes, parce que jusqu'à récemment, forcément, vous étiez un peu artiste quand vous devez créer. Vous devez créer vos habits, votre habitat. L'être humain est créatif. D'ailleurs, même les oiseaux sont créatifs. Enfin, vous voyez, il y a des façons de faire son nid, de chanter. On est né pour être créatif. Et d'ailleurs, voilà, c'est une part divine aussi en nous de pouvoir créer. Et se battre, ça n'est pas créer. Se battre, c'est répondre, c'est anéantir. Et donc, je suis très heureuse de cette étude qui montre qu'au contraire, dans une société qui nous pousse à faire toujours plus, avoir toujours plus, alors qu'on sait très bien qu'on fonce dans le mur, et ben, c'est bien que les gens se disent, non, moi, mon rêve, c'est d'avoir une petite cabane. Et moi aussi, mon rêve, c'est d'avoir une tiny house avec un pommier et mon potager. Vous voyez, vous le souhaitez, Florence, quand même. Mais c'est pour bientôt. Je vous remercie. Mais voilà, donc je pense que c'est très beau de se dire que justement, quand vous cessez de vous battre, au contraire de ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est là que vous êtes créatif. C'est là que vous êtes constructif.
Enfin, c'est vraiment... Ouais. Et que vous faites Venise. Il y a Avec cela, une pensée très Nathalie. intéressante d'une penseuse justement écoféministe américaine qui s'appelle Ouais. Sarah Hawke Oui. et qui explique qu'on pourrait substituer le pouvoir du dehors, qui est celui donc des mitraillettes, de la guerre, de Ouais. la bataille, au pouvoir du dedans. Mm. Et c'est très beau de se dire qu'effectivement, le pouvoir du dedans, c'est plutôt celui de l'ensemencement, Exactement. du fait de cultiver son jardin, du fait de créer, de faire œuvre de création, Ouais. De protéger, de soigner. protéger, de préserver, de nourrir. Et effectivement, c'est un pouvoir qui peut être très puissant aussi, très riche de métamorphoses, mais qui n'est pas aujourd'hui le plus valorisé. Oui, parce qu'on est quand même obsédé par une sorte de confort, mais qui est délétère au fond, qui est mortifère pour le coup. Il y a c'est vrai que se battre pour les mauvaises raisons, quoi, parce que se battre pour sortir de sa zone de confort et pour au contraire augmenter sa créativité, c'est ajouter des cordes à son arc pour être plus créatif, plus responsable, plus... Ça, c'est merveilleux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement tout en 2 clics, hein, c'est terrible, en même temps, c'est extraordinairement pratique, mais il faut trouver une compensation, c'est vrai, chercher le silence ailleurs pour redevenir... Chercher des ressources, en fait, finalement, Florence, peut-être. Mais là, vous parlez, avec les clics, vous parlez de l'effort, en fait. Du De sens l'effort, pardon. qui n'est pas la J'ai même chose confondu, que je pense. Oui, que vous avez raison. que se battre, parce que se Distinguons. battre, c'est une agressivité. C'est vrai. Mais vous avez quand même raison, parce que l'effort, c'est comme vous avez fait le chemin de Saint-Jacques, et vous, avec les refuges, vous avez fait plein... Voilà, un effort, c'est tellement payant. C'est tellement... Ouais. moi, quand j'ai fait mes stages agricoles pour monter ma ferme pédagogique, je devais me lever à 4 heures du matin pour Waouh. aller traire les vaches, et ensuite, il fallait... C'était dans les Alpes, c'était très pentu, il fallait, vous savez, planter les bâtons pour les parcs, etc. C'est des efforts, mais chaque effort, en général, ça paye au centuple, ça. Ouais. Et se taire, c'est un effort aussi. Et donc, oui, le sens de l'effort n'est pas la même chose que le sens du combat. C'est pas du tout le même... Parce que pour les auditeurs, c'est vrai, c'est bien de le préciser, qu'ils ne croient pas qu'on est en train de militer pour un monde tout doux, tout calme, où on se refuge et tout ça. Non, c'est pas... voilà, ça exige aussi une volonté, un effort. Une aridité du une silence. aridité du Ouais. silence. Mais oui, il faut s'y colter à tout ça. Absolument. Et vous disiez tout à l'heure, Florence, il faut faire preuve d'un certain courage. C'est vrai que trouver refuge, s'extraire du monde comme il va, c'est aussi se mettre en péril. Mm. C'est mettre en péril une partie de soi, aussi bien quand vous avez monté votre ferme pédagogique que quand vous êtes parti faire une semaine de silence. On quitte quelque Ouais. chose, on ne sait pas ce qu'on va retrouver quelque part. On se déprend d'une part de soi-même aussi. Mm. C'est un risque. Mm. C'est pourquoi se dire que trouver refuge ou rester dans le silence, c'est un geste qui peut être lâche ou manquer de courage. Je pense effectivement que c'est tout l'inverse. C'est quitter ce que l'on connaît Mm. pour oser voir les choses d'un autre point de vue qui peut-être va nous transformer Ouais. durablement. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de transformation, parce que vous l'avez dit un petit peu au début de l'émission. Au début, il y a des étapes, en fait, que ce soit dans l'épreuve, la rencontre avec le silence ou l'arrivée au refuge. Au début, on est un petit peu, moi, comme le chemin de Saint-Jacques, quand je me souviendrai toute ma vie, au début, on est fiers parce qu'on marche très bien, on a des pieds tout neufs et tout, puis au bout de 4 jours, c'est l'horreur. Mais alors, est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vaut la peine? Et puis, il y a des tas de choses qui se jouent en nous, de compliquées. C'est pas tout lisse, quoi. C'est ça que je veux dire, Nathalie Moine, point d'interrogation. Oui, absolument, point d'exclamation. Absolument. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'exemple. Il y a un refuge qui nous est très familier en tant qu'enfant, qui est celui de la caverne, qui est aussi bien Ouais. fréquenté par Ali Baba et ses 40 voleurs C'est vrai. ou par Aladdin. Je veux dire, la caverne, c'est un milieu qui peut être très hostile, dans lequel on peut perdre la vie, on peut se mettre en danger. Et effectivement, c'est une aventure, c'est quelque part une épopée. On ne sait pas si on en sortira vivant, on ne sait pas avec quoi on en sortira, avec un trésor ou pas du tout. Et c'est cet inconnu qui est contenu dans le silence, qui est contenu dans le refuge, qui est effectivement aussi très, très riche, très précieuse, et qu'on ressent, je pense, quand on fait justement l'effort de marcher jusqu'au refuge. Ouais. On sent bien que ça nous demande, ça a un coût, il y a un prix à payer. J'ai envie de vous part. poser une question, à tous les... ça va peut-être vous surprendre, c'est une question à la Montesquieu, ça encore. Est-ce que vous avez plus confiance, maintenant que vous avez toutes les deux vécu le silence, est-ce que ça donne une confiance en Dieu, en l'univers, je ne sais pas,
en quelque chose, en vous-même, qui a changé, qui est plus grande, plus importante qu'avant, Florence? Oui, moi, beaucoup, beaucoup plus, vraiment. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, moi, je l'ai écrit dans le livre, je dis tous les héros s'en vont dans les histoires. Quand vous écoutez, Ulysse se perd, le petit poussé se perd, il y a des gens qui se perdent dans le désert. C'est toujours une espèce de, oui, de perte, en fait, de laisser aller le monde. Et on va soi-même sur son chemin. Et du coup, d'oser faire un pas de côté, ça vous donne un courage fou parce que vous voyez d'abord que ça va très bien, qu'au contraire, vous avez beaucoup appris. Moi, oui, ça m'a donné une grande confiance et très régulièrement, je me replonge dans le silence parce que ça m'apaise. C'est comme, il y a des gens dans des livres de méditation, tout ça, qui disent que quand vous faites ça, c'est comme, vous savez, l'eau à la surface, c'est très mouvementé et tout, mais c'est descendre en fait en bas, voilà. Et là, soudain, tout est clair et tout est presque une eau qui devient un peu épaisse, vous voyez, et calme et douce. Et en fait, ce silence, c'est comme descendre au fond comme ça, et vous êtes... Il n'y a plus le brouhaha du monde, Ouais. vous vous retrouvez, et quel apaisement fou. Moi je j'ai pas peur du tout de ça. Je trouve que voilà, que c'est au contraire se raccrocher je vous dis encore, à tous les éléments de la nature autour de vous qui croissent en silence, vivent en silence, et vous vous sentez au contraire pas seul, vraiment en grande confiance. Moi, j'ai trouvé ça très, très apaisant. Je me sens bien mieux depuis cette expérience. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné comme cela. Et j'aurais bien aimé parler de la nuit avec vous, mais vous reviendrez en parler, Nathalie. Avec plaisir. Vous étiez évoqué, vous souhaitiez répondre à ce que... Mais c'est pour ça que vous avez fait un signe. Vous avez Non, mais plus c'est Une gentil, œillade, Laurence. une œillade. Non, simplement, je reviens sur quelque chose que vous avez dit plusieurs fois et qui, effectivement, je trouve, donne énormément confiance. C'est le pouvoir du corps aussi. Et Oui. le silence nous rappelle à ça. C'est-à-dire qu'on n'est Exactement. pas pur esprit, Ouais, constamment relié. On est un corps qui est exactement. toujours. Ouais. Bien, merci infiniment, ce sera le mot de la fin. Revenons à l'essentiel. Merci Nathalie Moine. Refuge, ces abris dont on rêve à lire avant l'été, chez Payot. Pour choisir son refuge, justement pour les vacances, Florence Besson. Merci également à vous, journaliste que vous êtes, et votre livre Une semaine en silence aux éditions Flammarion. Merci mesdames.